Bonjour. Eh bien, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai eu des soucis. Vous savez que je suis pas un foudre de l'informatique moderne et je fais tout à domicile. Donc, j'ai eu des soucis parce que Facebook avait un peu changé les règles du direct. J'espère que vous m'entendez. Augustin est de toute façon en ligne aussi pour me m'avertir s'il y a des problèmes. Et donc, pour le moment, Michel Midi est un peu à publication irrégulière parce que il y a beaucoup de travail, il y a la préparation d'une prochaine émission, il y a aussi énormément de tournées de conférences, débats en rapport évidemment avec Gaza et avec la situation. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, c'était un peu une habitude, tout le monde se pose la question, faisons des cadeaux intelligents. Et donc, quel bouquin offrir? Alors voilà, je vais d'une part vous informer parmi les lectures récentes que j'ai faites dans tous les genres. Les éditeurs envoient aux journalistes qui le demandent des services de presse. Je vais vous donner mes impressions là-dessus, puis je vais vous parler bien entendu de l'actualité et des questions que vous êtes nombreux à vous poser, et des livres d'investigation qui sont sortis ou qui vont sortir et qui répondent à vos questions. Et donc, on va commencer évidemment par la Palestine et on a un très très bon bouquin de Didier Fassin qui a, j'ai entendu, des soucis de santé, donc je lui souhaite un bon rétablissement. Didier Fassin, Une étrange défaite sur le consentement à l'écrasement de Gaza. C'est à la découverte et c'est un petit bouquin très très intéressant. Et il se demande comment c'est possible qu'on voit un génocide en direct et on laisse faire, et nos autorités trouvent que c'est normal et on n'arrive pas à l'empêcher. Avec Saïd Bouamama, on vient de faire des conférences qui nous ont permis de rencontrer déjà 3000 personnes en France et en Belgique autour de Gaza. Moi, je parle de ce livre-ci, 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, c'est-à-dire l'analyse de toutes les fake news, et qui sont très très importantes parce que c'est avec les fake news, bébés décapités, femmes violées en masse, les gens exterminés volontairement, etc. C'est avec ça qu'on justifie le génocide actuel, donc il faut démonter, démasquer ces fake news. Et Saïd Bouamama, lui, il circule avec, il prend la parole sur Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Ce très très beau manuel dans la lignée des manuels stratégiques qu'il avait déjà effectué. Et donc on a rencontré plus de 3000 personnes. Et les choses qu'on entend, c'est effectivement comment c'est possible, vont-ils les soutenir Netanyahou au bout de ses horreurs. Et donc Didier Fassin, c'est des réflexions très très intéressantes sur comment c'est possible qu'on a habitué les gens à accepter l'inacceptable. Et il cite par exemple Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui avait annoncé à propos du terrorisme: quand on commence par vouloir expliquer l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexplicable. Jolie phrase qui en réalité est très malhonnête parce que bien entendu, il faut toujours expliquer, il faut toujours comprendre d'où ça vient, et Sarkozy là-dedans voulait cacher la responsabilité des autorités françaises, lui y compris, sur les causes des attentats terroristes en Belgique et en France. Didier Fassin, vraiment recommandé. Et toujours sur la Palestine, Christophe Oberlin, chez Éric Bonnier, une biographie, une analyse de Cheikh Yassine, le fondateur du Hamas, évidemment d'actualité, de comprendre comment le Hamas est né, qui était Cheikh Yassine. Et bon, j'avais moi-même quelques préjugés, mais il faut justement surmonter ces préjugés, aller à la découverte des faits et de l'histoire. Et Christophe Oberlin décrit de façon très très vivante, très concrète, très plaisante cette vie très très intéressante de Cheikh Yassine, pourquoi et comment il a fondé le Hamas, quelle était la relation avec Israël. Et un autre livre dont il
signe la préface de Daoud Abdullah, Histoire de la politique étrangère du Hamas, qui parle des relations internationales et de l'impact de la politique extérieure sur le mouvement national palestinien. Et donc, Ilan Pappé recommande très très fort ce bouquin ici. Diat Abdullah, c'est également chez Éric Bonnier. Et Ilan Pappé recommande, en disant ce livre démonte avec brio les représentations biaisées du Hamas dans les pays occidentaux, une lecture éclairante pour quiconque recherche une présentation honnête de cet important mouvement palestinien. Honnête, ça c'est le mot-clé, parce que voilà, dès qu'on s'oppose aux États-Unis, on est effectivement, et à Israël, on est dans la diabolisation. Laurent de Wangen, ici, la question palestinienne en 100 dates, c'est KA Édition. Et là, c'est un résumé de toute l'histoire de la Palestine avant Israël et sous Israël, donc de 1917 à 2024. Très très important parce que j'étais encore hier dans une conférence que des femmes arabes m'avaient demandé de donner à Bruxelles sur l'histoire de la Palestine. Et on a constaté ensemble qu'effectivement, elle n'est absolument pas connue. Et que si les médias racontaient comment Israël est né, ce qu'on voit dans le livre de Saïd, à savoir que c'est l'Empire britannique qui a eu l'idée et qui a sponsorisé parce qu'il avait besoin d'un flic local pour contrôler le territoire de la Palestine, qui est le carrefour des routes commerciales entre trois continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ils avaient donc besoin d'eux pour contrôler ça. L'Empire britannique ne pouvait plus continuer à envoyer, il y avait beaucoup de résistance. Et installer des troupes partout et des systèmes de gouvernance directe, ça suscitait énormément de rébellions et de problèmes, ça coûtait cher. Et donc, ils ont été très contents d'avoir ce mouvement sioniste de Herzl qui proposait d'aller installer les Juifs là-bas pour chasser les Arabes et faire le gendarme de la région. D'autant plus, bien sûr, quand le pétrole et le gaz sont arrivés, vers 1916-17, et que les Britanniques d'abord et les Français aussi se sont rués là-dessus. Et c'est pour ça, évidemment, qu'Israël a été créé. Ça, c'est la chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est un État colonial. Il n'y a plus d'État colonial directement dans le monde, sauf Israël, et là, on trouve que c'est bien. Un autre livre que j'ai reçu, parce qu'il faut lire de tous les côtés, c'est de M. Frédéric Ancel, Petite leçon de diplomatie. Il faut savoir que M. Ancel est un des Frédéric Ancel, hein, pas à confondre avec un autre Ancel avec A, est un des agents du lobby sioniste à Paris et que j'ai eu l'occasion de débattre avec lui dans l'émission de Tadi, émission qui a été liquidée par la suite. Et voilà, Frédéric Ancel, pas vraiment très intéressant. J'ai pris l'habitude de lire aussi mes adversaires, mais là je n'ai rien trouvé d'intéressant, c'est très superficiel et plaidoyer pour Israël. Voilà sur la Palestine. On va y revenir en fonction de vos questions que Augustin enregistre et qui va reprendre, mais je continue la revue de presse et je répondrai à toutes vos questions d'actualité avec plaisir. On est là pour ça. D'autres terrains politiques, Jacques Hogarth, La guerre en Ukraine, regard critique sur les causes d'une tragédie, c'est chez Hugo Doc. Et là, c'est étonnant parce que c'est un... pardon. Voilà, il est sorti. C'est un ancien colonel des parachutistes. Voilà, et vous devez savoir que pour l'instant, je n'ai pas de chauffage, donc je suis bien couvert, mais évidemment, ça éternue. Le colonel Jacques Hogarth, ancien officier parachutiste de la Légion étrangère, analyse les causes profondes de ce conflit et il le met dans le contexte mondial et il raconte, c'est un éclairage intéressant, c'est pas un homme de gauche, mais c'est un éclairage très intéressant sur le pourquoi dans le cadre du grand conflit États-Unis contre les BRICS et contre le reste du monde. Très intéressant, chez Mediapart, le mensonge total par Michael Correa. Le mensonge total, c'est le mensonge de Total, le pétrolier, et il y a donc enquête sur un criminel climatique, et donc il suit à la trace dans les coulisses toutes les manœuvres de Total en Afrique, en
Europe, dans le monde. Très très intéressant, beaucoup d'infos concrètes. Pas tout à fait la perspective géostratégique globale, mais intéressant quand même. Dans un autre genre, L'obscurantisme au pouvoir de Brice Perrier chez Max Milo. Et c'est une analyse de l'influence du Big Pharma et d'autres propagandes en rapport avec le Covid, mais pas seulement, sur les questions de la santé. Et c'est un bon bouquin que j'ai passé à mon ami Johan Houbé, qui en a fait une critique que vous pouvez trouver sur le site Investigation. Abonnez-vous. Et il montre qu'effectivement, la recherche pharmaceutique a été détournée, manipulée par le Big Pharma, et que donc on se retrouve dans une situation où la science est tout à fait ignorée en fait et mise de côté pour vendre plus. On continue sur l'international et la Chine maintenant. Maxime Vivas, chez Delga, a publié un très très bon bouquin, Ouïghour, l'horreur était dans nos médias. C'est quelqu'un qui a publié un livre sur le Xinjiang et le Ouïghour et qui réfute les médias mensonges avec un voyage là-bas sur place et qui montre pourquoi les médias français et occidentaux attaquent la Chine et essayent en fait de cacher les véritables choses qui se passent là-bas. Alors sur le même thème, on a de Albert Ettinger aux éditions de La Route de la Soie, La Chine, un ennemi fabriqué par la propagande. Et il prend tout simplement, sur le mode vrai ou faux, il prend tout simplement les thèmes qu'on trouve dans nos médias sur la Chine. Et il souligne vraiment, en vrai ou faux, que nos médias cachent vraiment les faits. Il ne faut jamais oublier qu'au Xinjiang, il y a eu un groupe à Al-Qaïda, à la Daesh, qui a perpétré des attentats très très graves, aussi à Pékin et ailleurs. Et donc, si on compare avec ce que les États-Unis ont fait, qui ont utilisé ça comme prétexte pour déclencher des guerres meurtrières en Irak, en Afghanistan et ailleurs, la Chine a eu une toute autre approche. Elle a misé sur la rééducation, sur le fait de désamorcer les raisons psychologiques et les manipulations derrière le terrorisme, ce qui veut dire qu'évidemment on a emmené des gens dans des camps de rééducation, mais absolument pas Abu Ghraib, Guantanamo et les guerres des États-Unis. Et donc, en fait, les États-Unis sont derrière cette campagne qui frappe la Chine, qui répand des mensonges comme la Chine conserve secrètement 1 million d'Ouïghours dans les camps de concentration, et la Chine a fermé le Xinjiang aux étrangers, il n'y a pas moyen d'aller voir ce qui se passe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'organisation terroriste locale au Xinjiang, il figurait sur la liste des organisations terroristes des États-Unis et les États-Unis les ont retirés et leur ont donné toutes les facilités pour aller faire des attentats en Chine. Et donc ça, on ne nous le dit pas. Ces séparatistes ouïghours sont financés par les États-Unis, par le gouvernement des États-Unis, et ils ont utilisé, comme dans d'autres pays, toute une série de fausses rumeurs qu'ils ont lancées. Et donc, il faudrait un vrai débat contradictoire. Il n'y a pas de problème si on invite les gens du camp ouïghour et les gens qui les défendent, je veux dire les camps de ces séparatistes, il n'y a pas de problème, mais alors invitez aussi dans les médias mainstream les, euh, les gens qui connaissent vraiment le dossier et ont fait des enquêtes de terrain. Je redonne la référence parce que j'ai été un peu vite. Albert Ettinger, La Chine, un ennemi fabriqué par la propagande. Il parle aussi de Taïwan, du Tibet, de ces questions-là. Il y a beaucoup de... Enfin, toutes dans les accusations sont bien analysées. Alors, on va passer à l'Afrique. Pour l'Afrique, j'aimerais vous recommander un très très beau roman qui s'appelle Mirage de Max Assomo aux éditions Teham. Et c'est un roman que j'ai lu avec beaucoup d'émotion et de plaisir.
Ça raconte un jeune qui veut quitter son village en Afrique de l'Ouest et il explique que ben, il n'y a qu'un mirage en fait, que là-bas on répand l'idée que la vie en France et en Europe c'est la belle vie, que tout va bien pour tout le monde qui est là. Et il raconte donc son périple d'abord pour trouver la voie. Par les bateaux et les pirogues, c'est dangereux. Alors il remonte dans le désert, puis il se fait capturer en Libye justement par toutes ces organisations de mafia, des passeurs qui les détiennent, qui les emprisonnent, qui vont euh, faire réclamer des sommes énormes à sa famille, puis il se libère, et puis connaît une traversée dramatique dans la Méditerranée, lui il en réchappe. C'est très très décrit d'une façon très très belle, très émouvante, très simple aussi, c'est vraiment, je ne vais pas dire c'est un amateur, ce serait péjoratif, mais c'est quelqu'un, c'est vraiment un citoyen qui écrit pour raconter ça et pour démentir le masque. Et donc voilà, c'est quelque chose dont on va certainement reparler dans des prochains projets. Le projet d'émission que nous préparons va beaucoup donner la parole à l'Afrique, au monde arabe, à l'Amérique latine, à la rencontre de l'Europe. Leslie Varenne, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite, c'est chez Max Milo. On apprend beaucoup de choses sur les rapports de Macron et de la France-Afrique avec les pays qui se sont révoltés, Mali, Burkina, Niger, etc. Ce n'est pas une perspective géostratégique globale, on peut redire, mais on apprend des informations intéressantes. Je reviens au roman avec un bouquin que j'ai adoré, de Jennifer Nansubuga Makumbi, La première femme. C'est chez Métayer. C'est un très très beau roman. Ça se passe en Ouganda. Ça commence en 1975 sous la dictature de Idi Amin Dada et une petite fille est élevée par ses grands-parents. On la va grandir, on la va évoluer. C'est une belle description à la fois de la situation de la femme et de son émancipation en Afrique, à la fois aussi des événements qui se passent autour d'elle et qu'elle ne comprend pas bien. Sa mère a disparu, personne lui dit qui est sa mère et elle veut évidemment savoir, donc elle part à la recherche. C'est très très émouvant et voilà, c'est très très beau, c'est bien décrit avec beaucoup de poésie et d'humour. C'est un de mes romans préférés des dernières années. Jennifer Nansubuga Makumbi, La première femme chez Métayer. Alors, toujours à propos de l'Afrique, il y a un bouquin récent de Thomas Deltombe qui est paru à la découverte, mais on l'a pas reçu ou pas reçu à temps, je ne sais pas, mais ça avait l'air très intéressant. L'Afrique d'abord. Et donc, je vous reparle d'un précédent qui était au Seuil, de Thomas Deltombe, Borel et deux autres auteurs, une histoire de la France-Afrique avec ce très beau titre, L'Empire qui ne veut pas mourir. Ça, c'est une histoire très bien documentée, c'est un gros bouquin, mais ça vaut la peine pour tous ceux qui veulent comprendre comment est née, comment s'est maintenue la France-Afrique et pourquoi on essaye de la continuer maintenant. L'Empire qui ne veut pas mourir au Seuil. Alors, je passe à un thème, les enfants, les questions d'éducation et de protection. Ce n'est pas un thème qu'on aborde souvent, mais c'est un thème important aussi. On sait qu'il y a de plus en plus de proportions d'enfants qui ont le TDAH, l'hyperactivité, l'hypersensibilité. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que c'est les produits chimiques dans l'alimentation? Est-ce que c'est les causes, je ne crois pas qu'on les a encore définies. Par contre, c'est un problème très concret et j'en ai un peu une expérience personnelle. Les enfants qui ont TDAH, ils ont des grandes qualités, mais c'est aussi un grand handicap, une très grande difficulté à se concentrer à l'école, donc à bien apprendre en fait. Euh, et aussi une très plus de conflits que d'habitude, c'est normal à cet âge-là d'en avoir, et l'éducation, c'est d'apprendre à gérer les conflits, mais justement, c'est plus difficile avec eux. Alors, j'ai eu l'occasion de beaucoup lire là-dessus et un bouquin récent qui arrive est intéressant sur l'hypersensibilité
de Sylvie Portas chez Mardaga, c'est un éditeur belge. Et voilà, elle essaye d'expliquer qu'en fait, il y a un fonctionnement du cerveau qui est carrément différent. Et donc, les enfants qui ont l'hyperactivité ou l'hypersensibilité, il ne faut pas dire, bon, il faut un peu serrer la vis et empêcher des comportements. Il faut d'abord les comprendre et voir comment. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'étudier un livre plus ancien, Mieux vivre avec le TDAH à la maison. C'est des éditions scientifiques Chenelière au Canada. C'est beaucoup plus cher dans des bouquins scientifiques, malheureusement, mais comme c'est des problèmes graves, ça vaut la peine d'investir et de comprendre. Et donc, en tout cas, je répète par rapport à ça, on voit bien et on entend quand on a des conversations, le TDAH, le syndrome de l'attention déficitaire, la difficulté à concentrer son attention, que ce soit à l'école ou ailleurs, c'est quelque chose qui se répand. Il faut d'abord bien le comprendre, il faut essayer d'avoir le diagnostic aussi, il faut comprendre quelle est la cause, et voilà. Euh, la protection des enfants, maintenant un sujet douloureux, vous savez bien que Investigation a publié les révélations du gendarme Aimé Bill, pardon, que je salue, sur Dutroux, l'enquête assassinée, le livre que nous avons publié il y a quelques mois et qui a un grand succès grâce à vous, Dutroux, l'enquête assassinée de Aimé Bill. Eh bien, en rapport avec la question de la pédophilie, euh, là c'était un enlèvement d'enfants, mais il y a aussi la pédophilie à l'intérieur des familles, bien entendu. Euh, Ici, Gérald Brassine, faut-il parler de ça aux enfants? Prévenir, détecter et gérer les abus sexuels subis par les enfants. Très très important évidemment, c'est un problème complexe à à bien traiter pour ne pas traumatiser les enfants et en même temps les aider à se récupérer, à récupérer leur vie. Voilà, c'est chez Gérald Brassine lui-même. Je regarde parce que je l'ai reçu, je l'ai rencontré, en fait, il me l'a passé. Et voilà, il y a une adresse de contact que je vous affiche ici, brassine.gerald@gmail.com, brassine.gerald@gmail.com. Et voilà, c'est quelqu'un qui se consacre à ça. Il a aussi publié sur le même thème, La vengeance du jaguar, et là c'est une fiction qui aborde le même problème. Voilà, maintenant qu'on est sur les fictions, et avant de venir à vos questions sur l'actualité, et j'ai préparé bien entendu sur la Syrie, mais on verra vos questions, il y a quelques romans que j'ai envie de vous recommander parce que ça fait du bien. Je pense que les romans, ils aident aussi à mieux sentir le monde, les choses, les gens. Et ça fait du bien. J'ai lu Coetzee, un prix Nobel de littérature sud-africain, au Seuil. Ça s'appelle Le Polonais, pardon, je le tiens sans trop bouger. Voilà, Le Polonais au Seuil. C'est une histoire d'amour très belle, sauf qu'elle va durer toute la vie et ils vont jamais réussir à être ensemble parce que un pianiste polonais et une femme plus jeune, ils se rencontrent, ils se croisent, mais c'est pas possible. Et puis pendant des années, lui, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, il parcourt le monde et donc il va se retrouver aux États-Unis, en Italie, en Inde, et on voit l'Empire britannique, on voit les évolutions politiques, c'est le tableau de fond. Et voilà, l'histoire, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais c'est très émouvant, très très bien écrit. C'est un romancier très talentueux. Ici, j'ai Corinne Hooks, Les Reines du Bal. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Oui, voilà, Les Reines du Bal. C'est chez Grasset. C'est un tout petit roman sur les EHPAD, comme on dit en France, sur les maisons de repos, les mouroirs pour vieux, on peut dire. Et voilà, c'est un peu ironique, un peu grinçant, sur justement, qu'est-ce que c'est être vieux dans une maison de repos et les choses pas toujours chouettes qui y parviennent. Un autre roman d'une
autrice belge, c'est Rachel Scholz, Pipeline. Et ça, c'est dans le quart-monde autour de Bruxelles, des gens, la fille qui raconte l'histoire et son ami, qui passent leur nuit sur des chantiers à aller siphonner du gazole dans les réservoirs des camions et des machines pour gagner de quoi survivre. Et donc c'est toute une économie parallèle, toute une vie, survie du quart-monde. Et tout d'un coup, ils découvrent une source beaucoup plus euh, rentable que d'aller piquer le mazout dans les camions. C'est un pipeline et là, ils vont le détourner à sa source, pipeline enfoui. Je raconte pas comment ça se termine, c'est assez passionnant et c'est très très beau comme description psychologique, voilà, de tous des marginalisés de notre société, de la débrouille et d'une société très très dure en fait. Très dure aussi la société aux États-Unis. Jocelyn Nicole Johnson, Mon nom dans le noir, chez Albin Michel. Elle décrit les États-Unis, la couverture Le Monde, qui se sont fracturés en deux. Et donc, il y a un monde où des suprémacistes blancs font la loi et contrôlent tout. Et il y a des gens qui les craignent, des noirs, et surtout des noirs, mais aussi des blancs qui ne sont pas racistes, qui se réfugient, essayent de se réfugier dans une Amérique, dans les États-Unis qui sont devenus un véritable enfer. Il y a de belles histoires, de belles sensibilités dedans et ça incite à faire réfléchir où peut nous amener le suprémacisme raciste et le danger. Sous-titre là, et vous, quand le monde s'écroulera, où trouverez-vous refuge? Ben, la question ne sera pas de trouver un refuge quelque part, il n'y en aura pas. La question sera évidemment la bataille que nous faisons pour empêcher que le monde s'écroule et devienne justement un enfer. Et on va en parler dans 2 minutes. J'ai reçu aussi chez Buchet-Chastel, Eleanor Catton, Birnam Wood, un thriller politique et psychologique intéressant avec des milliardaires, des écolos et un thriller assez passionnant. Voilà, j'en profite pour rappeler un livre qui n'est pas récent, mais peu importe, il m'a beaucoup plu, je viens de le lire, Véronique Olmy, Les évasions particulières, c'est dans le livre de poche. Et là, elles sont 3 sœurs qui sont nées dans une famille catholique modeste à Aix-en-Provence. Et ça commence en 1970 et on les voit grandir. Il y en a une qui a été élevée pour des raisons spéciales dans une famille de bourgeois et les 2 autres non. Et puis on suit les parents aussi et toute l'évolution de 70 jusqu'à 81. Et c'est très beau. On voit toute la société française, tous les espoirs, Mitterrand qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, la libération des femmes, la question de l'avortement. C'est très très bien, magnifiquement écrit. Je vous le recommande. Véronique Olmy, Les évasions particulières. Alors, on va venir, j'ai bien vu déjà qu'il y a une série de bonnes questions. Augustin me les a relayées sur mon téléphone et je les prends une par une, comme ça je ne vais rien oublier. Pourquoi le régime de Assad est-il tombé aussi rapidement et qui dans ce groupe de rebelles se dégage comme le chef et est-ce qu'ils vont remettre le pouvoir aux urnes? Alors, pourquoi le régime est tombé aussi rapidement? Je ne sais pas. Et je crois qu'il y a peu de commentateurs pour l'instant qui savent. Il y a plusieurs facteurs qu'on peut pointer. L'armée n'a quasiment pas défendu. Il n'y a pas eu d'intervention des puissances extérieures. Il n'y a pratiquement pas eu de combat. Il y a eu, j'entends de certains côtés, des décisions curieuses de Bachar el-Assad qui ont probablement affaibli ses alliances et les interventions et qui ont affaibli aussi les forces populaires locales qui combattaient le mouvement terroriste.
Donc, euh, la Syrie a été énormément affaiblie par la guerre qui a continué. Les États-Unis ont fait la guerre par proxy et ils ont occupé une partie du territoire, ils ont volé le pétrole qui était nécessaire pour que l'État syrien puisse se redresser, ils ont mené des sanctions et économiques qui ont étranglé l'économie, et donc c'est compliqué pour payer, pour aider les gens à survivre, donc c'est évidemment un grand affaiblissement. Et il y a surtout, il faut bien voir, il y a une offensive, une alliance nouvelle et absolument étonnante, et c'est ça la première chose qu'il va falloir pointer et analyser. Grégoire Lalieu, le rédac-chef d'Investigation, m'annonçait ce matin qu'il publie une interview de Majed Némé, qui est originaire de là, qui vit en France, qui est le fameux directeur du prestigieux mensuel Africasie, et on aura des explications. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une alliance absolument incroyable sur le terrain, actif, avec les États-Unis, Israël qui a bombardé, qui a tué des gens, Israël qui protège les terroristes, ils ont protégé Daesh, ils ont protégé Al-Qaïda. Il y a des interviews qui circulent sur le net, je vais probablement la diffuser bientôt aussi. Le responsable des services secrets du Shin Bet en Israël avait déclaré oui, oui, on a aidé et secouru les gens de Daesh et il n'a pas à craindre de le dire. On a Erdogan en Turquie qui a protégé aussi ces terroristes et on a Zelensky et les forces de l'Ukraine et de l'OTAN qui sont venus apprendre aux terroristes comment se servir des drones pour porter des dégâts. Donc on a une alliance incroyable, États-Unis, Israël, Ukraine, Turquie et Al-Qaïda et les terroristes. Et donc maintenant, évidemment, on nous dit qu'ils ont renoncé à tout ça, qu'ils sont devenus clean et propres, ça c'est comme d'habitude. Moi je rappellerai une chose par rapport à ça. J'étais en Libye pendant les bombardements des États-Unis et de la France en 2011, et quand je suis sorti de Libye, on est parti, ça devenait très chaud parce que le pouvoir était en train de tomber et les terroristes se répandaient sur tout le territoire. Et donc, en fait, j'ai fait à la frontière avec la Tunisie une vidéo dans laquelle je m'adressais au Premier ministre belge de l'époque, qui s'appelait Le Terme. La Belgique avait participé à ces bombardements contre la Libye. Et j'ai cité une phrase de l'amiral qui dirigeait l'OTAN, il s'appelait Stavridis, qui avait déclaré oui, nous avons une alliance avec des combattants d'Al-Qaïda pour combattre Kadhafi. Ça, c'est le point clé. En Libye, l'OTAN a fait alliance avec Al-Qaïda pour renverser Kadhafi. Et donc, dans ce petit bouquin Libye, OTAN et médias mensonges, j'ai rappelé cette phrase et j'ai dit dans cette vidéo que j'ai tournée, Monsieur le Premier ministre, vous avez fait alliance avec Al-Qaïda, et si demain on ramasse des attentats terroristes à Bruxelles ou à Paris, qu'est-ce que vous allez dire à la population? C'était en 2011 et malheureusement c'est arrivé, comme vous le savez, avec Charlie en 2015, le Bataclan en 2015 à la fin de l'année, et ensuite à l'aérodrome et à l'aéroport et dans le métro à Bruxelles et puis encore ailleurs. Et donc, on a une alliance avec Al-Qaïda, il ne faut pas imaginer qu'il n'y aura pas des retombées avec ça. Donc, de même qu'on a fait une alliance avec des nazis en Ukraine, on a envoyé des fachos européens se battre en Ukraine avec des armes et apprendre à tirer sur les gens. Évidemment qu'il y en a qui vont revenir ici et risquent de faire la même chose. Alors, je reprends les questions que Augustin me dit. Qui se dégage comme le fait chef vont-ils remettre le pouvoir aux urnes? Il faut savoir qu'il y a une très grande crainte dans la population syrienne des mouvements terroristes. Et c'est pour ça que Bachar al-Assad, au-delà des grands problèmes de bureaucratie et de corruption qui caractérisent le régime et qui évidemment l'ont affaibli,
C'est pour ça il ne faut pas le nier, un soutien d'une grande partie de la population, parce qu'il avait mis fin au conflit interconfessionnel, comme on dit, et au terrorisme, et garanti de ce côté-là une stabilité. Alors, je pense que on ne peut pas savoir maintenant à quoi ça va tourner. Je pense que on va avoir une Syrie qui va sombrer dans le chaos. Vous savez qu'en 2011, nous avons publié avec Grégoire Lalieu la stratégie du chaos des entretiens avec Mohamed Hassan. Et on analysait l'ensemble de la stratégie des Européens, mais surtout des États-Unis, par rapport au monde arabe et musulman. Et on indiquait que leur truc à eux, c'est quand une nation est trop forte et a les moyens de le résister, alors ils s'arrangent pour foutre le bordel, il n'y a pas d'autre mot, et ils s'arrangent pour organiser le chaos et la division. On l'a montré sur toute une série de pays du Maghreb, du Moyen-Orient, et même aussi dans la Corne de l'Afrique, Somalie, Soudan, et puis en Afghanistan et en Iran. Et donc, on a expliqué que quand les États-Unis n'ont plus les moyens d'envoyer leurs troupes au sol, parce que ça c'est trop dangereux, ils n'ont plus la force de le faire, ils utilisent le chaos, dresser les gens les uns contre les autres. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est comme ça qu'ils ont réussi à épuiser la Syrie avec différents facteurs. Et il va falloir être très très attentif. La Syrie est cruciale et pour Israël et pour la Russie. Israël, c'est clair. C'est une chose que nous expliquons dans les livres que j'ai mentionnés et que je montre pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous suit. 7 octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde. Et Saïd Bouamama, manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Israël est un État expansionniste par définition. Ils veulent beaucoup plus que le territoire qu'on leur a donné déjà injustement, parce que c'était un territoire volé. Mais en fait, le vrai objectif d'Israël, c'est de contrôler une grande partie du Liban, la Jordanie, la grande partie de la Syrie, et même jusqu'à l'Irak, et une partie de l'Égypte. C'est de créer un grand empire régional. C'est pour ça d'ailleurs qu'Israël n'a pas de constitution, parce que dans une constitution, vous êtes obligé de dire, voilà, le territoire de notre pays, il commence là, il s'arrête là. Et ça, ils ne veulent pas, parce que c'est vraiment l'idée d'un expansionnisme. D'ailleurs, ça, nous l'avons aussi beaucoup expliqué avec Jean-Pierre Boucher dans Israël et sans pire citation, que je vous recommande. C'est un petit bouquin très simple pour commencer les discussions avec les gens qui ont des illusions sur Israël. Donc, on donne la parole aux dirigeants israéliens. Ils disent eux-mêmes, c'est toutes des citations authentifiées, ils disent eux-mêmes leurs crimes, et nous donnons un peu le contexte historique et la signification de ces citations-là. Donc il y a là plein de déclarations de Herzl, de Ben-Gurion et d'autres qui disent, et de Netanyahou aussi, qui disent qu'on veut prendre un maximum de territoire, mais bien sûr, on ne le dit pas. Donc effectivement, le problème, il vient de là. Les États-Unis, qui sont le patron, le parrain d'Israël, veulent coincer, bloquer la nation arabe, l'empêcher de s'unifier, et veulent donc contrôler la Palestine. C'est pour ça qu'ils soutiennent, quels que soient les crimes, ils soutiennent Israël et le génocide qui est commis. On nous pose, mais je vais revenir après là-dessus, peut-on espérer une véritable amélioration à court terme des libertés individuelles des Syriens connaissant le passé terroriste de ceux qui viennent de renverser Bachar el-Assad? Non, je ne suis pas optimiste par rapport à ça. Je ne dis pas que la Syrie était un paradis à tout point de vue, c'est pas ça. Dans le livre de Bahar Kim Young-gur que nous avions publié en 2011, on expliquait aussi de quel régime c'était. Mais le point clé, c'est le lien entre les États-Unis et le terrorisme qu'on appelle, mais ce n'est pas le mot correct, islamiste. On devrait dire takfiriste, ça veut dire que les gens qui utilisent effectivement la violence politique en se réclamant de l'islam, ce qui est absurde. Et donc, moi, j'avais fait le petit bouquin juste après les attentats.
Je suis ou je ne suis pas Charlie, réflexion sur la guerre, la terreur, l'islam et la liberté d'expression. Et le gros du bouquin consiste à analyser les rapports entre les États-Unis et ce terrorisme. C'est Brzezinski qui a déclenché ce terrorisme en lançant Ben Laden en Afghanistan pour renverser un gouvernement de gauche qui avait émancipé les femmes, qui avait libéré les paysans, qui créait des universités, des routes et un grand progrès moderne, mais qui était allié à l'Union soviétique. Et donc, Brzezinski, ne voulant pas envoyer les troupes des États-Unis après la déroute au Vietnam, a financé Ben Laden. Et après, on a ramassé Al-Qaïda et après, on a ramassé Daesh. Et donc, il y a des citations d'Hillary Clinton et d'autres qui montrent que les États-Unis sont effectivement le patron de ce terrorisme euh, euh, improprement appelé islamiste. Donc, je ne suis pas optimiste parce que l'objectif d'Israël est de continuer à contrôler et neutraliser tout le monde arabe et musulman pour garantir la domination des États-Unis sur la région. Pourquoi ils veulent cette région, les États-Unis? C'est vrai qu'ils ont du pétrole chez eux, donc ils n'en ont pas besoin. Mais en fait, ils le veulent parce qu'ils veulent contrôler l'approvisionnement en pétrole et en gaz des Européens, qui sont les ennemis des États-Unis, contrairement à ce qu'on dit, et de la Chine, de l'Inde, du Japon et de toutes les puissances économiquement émergentes ou déjà en Asie. Et donc les États-Unis veulent contrôler ça et veulent avoir les moyens de l'utiliser pour le chantage, pour l'affrontement avec la Chine et les autres puissances en Asie. Ça, c'est fondamental. Et donc, on a bien vu que pour les mêmes raisons, c'est-à-dire leur domination mondiale, les États-Unis ont déclenché une guerre contre la Russie, d'abord avec le coup d'État de Maïdan en 2014 en Ukraine, à Kiev, et ensuite avec le fait de les former et de pousser des militaires néo-nazis, antisémites entre parenthèses, donc quand ils sont utiles, on s'en fout, et les États-Unis ont formé ces gens pour attaquer les citoyens de l'Est de l'Ukraine, dans le Donbass, qui ne voulaient pas vivre sous un régime influencé par des néo-nazis, qui tenaient à garder leur langue maternelle, le russe, comme langue d'école d'administration, etc., et qui n'étaient pas du tout d'accord avec les oligarques qui ont pris, les milliardaires qui ont pris le pouvoir et qui ont beaucoup appauvri la population à partir de 2014. Donc les États-Unis, effectivement, s'en prennent à la Russie sur tous les terrains avec cette guerre-là. Je rappelle que Poutine a tout le temps demandé à négocier et les États-Unis ne voulaient pas. Ça a coûté la vie à certainement 500 000 soldats ukrainiens. Donc c'est une catastrophe pour le peuple ukrainien aussi. Je rappelle que dans le livre Ukraine, la guerre des images, nous avions montré que la négociation et un cessez-le-feu étaient possibles à peine 15 jours après le début de l'intervention russe en Ukraine. Et qui a refusé? Les États-Unis, Johnson pour la Grande-Bretagne, qui ont menacé Zelensky de le laisser tomber. Ils avaient beaucoup de choses à démasquer sur lui et sur sa corruption, et donc ils l'ont menacé s'il ne continuait pas la guerre. Résultat, maintenant, une guerre qui dure depuis 2 ans, 500 000 au moins soldats ukrainiens morts, une économie détruite, un pays dévasté, et tout ça parce que les États-Unis veulent rester les maîtres du monde. Donc c'est très important de connecter les différentes guerres et de ne pas se laisser avoir par les médias mensonges et les silences de la grande presse. Difficile de croire que les Russes aient lâché la Syrie sans négociation. Quel est votre avis, s'il vous plaît? Oui, on se pose beaucoup de questions sur le fait qu'il n'y a pas eu de riposte. C'est pas une question à laquelle je peux répondre immédiatement et je pense qu'il faut se méfier des gens qui vont amener une explication complète tout de suite. Il est clair que des choses se sont passées dans les coulisses, mais forcément on ne sait pas encore lesquelles. Et donc, en tout cas, ce que je peux promettre, c'est qu'avec l'équipe du site Investigation et le collectif CES Média, nous allons mener beaucoup de recherches, d'enquêtes et d'interviews pour vous apporter le plus vite possible les explications et la compréhension. Donc si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la newsletter d'Investigation, c'est la meilleure manière d'être super informé. On nous dit que l'armée terroriste qui a pris le pouvoir avait des équipements high-tech. Oui, ça, je le crois absolument. Ils ont donc eu un grand avantage par rapport à la Syrie
placés sous embargo, et les drones et les différents équipements, oui. Et là, c'est l'alliance dont je parlais il y a quelques minutes. Les États-Unis fournissent ces armes, les Ukrainiens fournissent les expertises et les instructeurs, et donc ils ont pris un très clair avantage sur l'armée syrienne dans ça. Voilà, je regarde sur la page Facebook s'il y a encore d'autres questions. Sinon, je dis à Augustin de m'envoyer encore un message. J'ai encore un message important à vous transmettre. C'est que nous sommes invités dans beaucoup de villes en Belgique et en France. Je vous montre la carte. On a déjà eu des conférences à Bruxelles 5 ou 6, à Liège, à Charleroi. On en a eu à Paris, c'était vendredi soir passé. On en a eu à Genève et à Lausanne en France. On a été avec Saïd à Arles, Marseille, Nice et Martigues il y a 2 semaines. On va aller à Nantes, à Grenoble et à Saint-Quentin et voilà, dans différentes villes. Ça nous a permis de rencontrer près de 3000 personnes pour débattre. On a bien vu que c'était très important de se former pour être capable de expliquer l'histoire et de expliquer les mensonges sur le 7 octobre et expliquer les vrais objectifs de Netanyahou et de... Il n'y a pas que Netanyahou, avant lui c'était déjà la même politique qui était poursuivie. Et donc c'est très important de se former. Et donc quand vous venez aux conférences, on répond à vos questions, on discute sur les bouquins, on discute sur les expériences, et c'est vraiment très très important. Et donc on vous appelle, je cherche où ça se trouve dans mon programme. Il n'est pas là. Bon. Et donc, on vous appelle à contacter Augustin pour nous inviter dans de prochaines conférences en France, en Belgique, en Suisse, peut-être ailleurs, on verra, dans les mois de janvier et de février. Parce que c'est très important d'être ensemble, de se retrouver, d'échanger et de s'organiser. Et nous faisons des propositions très concrètes pour la bataille, ce que j'appelle la bataille de l'info. C'est-à-dire que la bataille de l'info, elle ne pourra pas être gagnée simplement par des auteurs de livres comme Saïd et moi ou Christophe Oberlin ou d'autres. Il faut que chacun retrousse ses manches et s'engage, comme nous l'avons expliqué dans l'opération Gaza Vérité, s'engage à discuter avec un maximum de personnes autour de soi, pour essayer de les convaincre, pour lever les hésitations, pour clarifier les choses qui ont été obscurcies par les médias. Et donc, on a vraiment besoin de s'organiser, et c'est ça qui va être décisif, parce que Israël va continuer, les États-Unis vont continuer, et donc on a absolument besoin de vous pour faire pression sur nos gouvernements. Et il ne faut pas penser que Netanyahou est un électron libre et que nos gouvernements ils essaient de le freiner. Il dit ça, mais c'est faux. Et en réalité, les ordres de Netanyahou viennent de Washington principalement, aussi de Paris, de Londres et de Bruxelles pour l'Union européenne. Et c'est ce que Saïd montre très bien dans son livre Manuel stratégique de la Palestine. Cet État, il a été créé par les États-Unis et les puissances européennes pour contrôler le pétrole et le gaz, pour empêcher la nation arabe de s'unir et de devenir puissante dans la résistance, et pour contrôler les routes stratégiques du canal de Suez, du pétrole, qui sont maintenant aussi les routes de la soie pour le commerce avec la Chine et avec toute l'Asie. Donc, en combattant pour les Palestiniens, on combat pour l'ensemble de l'humanité, pour empêcher que notre monde, le monde qu'on va laisser à nos enfants, devienne un enfer pour tout le monde. Je vous recommande donc de contacter Augustin qui est là en ligne sur la page Facebook et qui peut noter vos questions, vos invitations aussi, ou échanger des propositions. Il m'envoie encore une dernière question.
Est-ce que les forces armées turques ont pour nouvel objectif de combattre les Kurdes au nord-est de la Syrie? Mais je pense que Erdogan a toujours voulu devenir une grande puissance régionale et en parole, il est très fort contre Israël, mais en réalité, il continue le commerce avec Israël et il essaye de se tailler un plus grand territoire. Il essaye de faire main basse sur une partie de la Syrie. Et effectivement, euh, il va continuer à combattre les Kurdes auxquels il refuse les libertés démocratiques dans la Turquie et il va continuer à utiliser des terroristes pour agrandir son territoire et jouer un rôle plus important. Pourquoi Netanyahou veut-il absolument s'implanter au Golan? Ben, c'est l'eau. Il y a la guerre de l'eau qui se déroule déjà maintenant. Vous savez, à Gaza, euh, on empêche les Palestiniens d'avoir accès à l'eau potable, pas seulement maintenant dans le génocide, mais déjà avant. Les kibbutz israéliens pompent l'eau de la nappe phréatique et en laissent très peu aux Palestiniens. Et le Golan, c'est la réserve d'eau dans les hauteurs, et c'est pour ça que euh, Israël veut absolument occuper le Golan depuis longtemps et il va essayer de pousser encore plus loin pour prendre une partie du territoire. Il dira que c'est pour garantir la sécurité, c'est du blabla. En réalité, chaque fois qu'il y a une opportunité, on la saisit, on saute dessus pour accomplir le dessein du grand Israël, qui est un État colonial expansionniste basé sur le nettoyage ethnique, carrément sur chasser les populations. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un très très grand danger pour l'humanité. Et donc, je vous rappelle que nous avons lancé Télé-Palestine, animé par Candice Vanek, pour justement donner la parole aux Palestiniens qui vivent un enfer, mais qui résistent. Et il ne faut absolument pas les laisser tomber. Je crois que de plus en plus de gens se rendent compte de ce qui se passe et veulent surmonter la peur et veulent s'engager dans la bataille de la solidarité avec les Palestiniens. Il est clair que le second front, il est ici. Et c'est un front ultra important. Les Palestiniens y résistent, ils s'unissent dans la résistance et c'est à nous aussi de nous unir pour les défendre, pour mettre la pression sur nos gouvernements qui sont directement responsables de ce qui se passe là-bas. Il faut les interpeller, il faut les menacer de sanctions, d'actions, etc. Je regarde si vous aviez encore des questions. Non, ça va. Je vous remercie pour votre attention. Je m'excuse pour les petits problèmes techniques qu'on a eu comme d'habitude au tout début de l'émission. J'espère que vous la diffuserez le plus possible autour de vous. Elle sera bientôt sur YouTube. Donc, comme je l'ai dit, abonnez-vous à notre newsletter pour être au courant de tout ce que nous faisons. Et je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres batailles de l'info avec Investigation. Merci à vous.